Bonjour et bienvenue dans Grande Bleue, le podcast qui vous emmène en Méditerranée à la découverte du patrimoine et des gens du Sud. Aujourd'hui, nous partons au bout de la Corse, là où les arbres ne poussent quasiment plus, face aux embruns et aux vents méditerranéens. Nous sommes à la pointe du Cap Corse, quasiment une presqu'île dans l'île de Beauté. Entre petits ports de pêche, maisons d'Américains, sentiers maritimes et héritage historique, il y a en réalité énormément de trésors à découvrir dans cette micro-région préservée du tourisme de masse. Alors dans ce podcast, je vous invite sur cette terre sauvage en compagnie de Jérémy Leboeuf, guide accompagnateur de moyenne montagne, passionné par le pays qu'il a vu grandir. Bonjour Jérémy. Bonjour Ange. Alors Jérémy, pour commencer par un peu de géographie, est-ce que tu peux nous situer le Cap sur la carte de Corse par rapport à Bastia, justement, géographiquement, et nous dire avec tes mots, nous décrire avec tes mots, à quoi ressemble cette belle région du Cap? Le Cap, il se trouve au nord de Bastia. On dit que c'est l'île dans l'île, en fait. C'est une péninsule qui s'étend à 40 km au-delà de Bastia, vers le golfe de Gênes. Il est bordé de 3 mers. À l'est, il y a la Tyrrhénienne. À l'ouest, tu as le golfe du Lion et un peu plus loin, la mer des Baléares. Et enfin, au nord, tu as la mer Ligure. On trouve autant de diversité de paysages que d'orientation géographique. À l'est, on l'appelle la Petite Écosse. À l'ouest, la falaise, c'est plutôt les falaises qui font penser un peu à Majorque. Et le nord, c'est tout un programme. En fait, le nord est un peu à part puisque c'est une pointe, donc c'est vraiment très sauvage. Et tu as 300 jours de vent par an, comme tu disais, et les arbres poussent presque plus, puisque de toute manière, le climat s'y prête pas. En fait, on est presque dans un endroit qui est à la fois semi-désertique, puisque on a moins de 600 mm de précipitations par an, mais à la fois qui reste vert grâce à une sorte d'alizé, ce vent marin qui nous porte la rosée le soir. Et donc, on peut dire que c'est le plus sauvage parmi le sauvage, parce que l'ensemble du territoire est préservé, et à part les quelques villages en balcon et la route, il n'y a pas beaucoup de présence de traces humaines. En nous donnant une vue du paysage comme tu viens de le faire, en fait, ça me rappelle moi mon tour du Cap que j'ai fait il y a encore quelques années, et où effectivement, ce que tu décris là, je l'ai vu exactement. C'est fou à quel point le paysage change entre l'Est, le Nord et l'Ouest. Alors, justement, tu es guide de moyenne montagne, c'est ce que je disais en introduction, dans le Cap. Précisément, toi, tu es plus tourné vers la pointe du Cap dont tu viens de parler, et tu proposes du coup des micro-aventures sur mesure pour des petits groupes, à la fois pour des randonneurs qui sont des randonneurs avertis, et pour des voyageurs qui veulent juste se déconnecter de la civilisation. C'est ce dont tu m'as parlé d'ailleurs quand on s'était appelé la dernière fois. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe, nous parler un peu de ces paysages que toi, tu proposes de traverser à travers tes parcours et tes randonnées? C'est marrant que tu évoques le terme se déconnecter, c'est justement ce que la plupart de mes clients recherchent. Un endroit que j'affectionne le plus, ou là où je travaille le plus, donc, c'est l'extrême nord, la pointe du Cap. Et là-bas, tous les gens que j'amène, y compris les Corses, me disent qu'ils se sentent ailleurs, pas vraiment en Corse en fait. C'est des chemins où on voit en permanence la mer. On se sent un peu comme sur le pont d'un bateau, si tu veux. Après, un bateau qui fait escale près de bergeries sous roches et de moulins à vent multiséculaires, parfois des châteaux médiévaux. Il y a beaucoup d'histoires dans le Cap. Ce qu'on fait, c'est que nous, on la traverse et on la vit un peu à notre manière, puisque c'est des endroits où moi j'ai grandi, et en plus de les faire voir aux gens, de leur montrer, puisque c'est des endroits qui sont parfois assez inaccessibles, un peu cachés, je leur fais vivre une expérience dans le sens où, comme je connais le passé, je peux leur faire revivre ce que vivaient les gens avant, en fait. Par exemple, quand on s'arrête dans une bergerie, je peux leur parler de ce qu'était vraiment la vie des bergers, et comment ils vivaient. Et on essaye un peu de se fondre dans la peau des personnages, si tu préfères. Tu m'as évoqué, alors, soit les sentiers de randonnée un peu plus, je vais dire, classiques, même si c'est pas des sentiers de randonnée classiques, mais tu fais de la randonnée à proprement parler. Mais il y a aussi des boucles de village aussi, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. Les chemins que je fais le plus, c'est autour des villages de Cento et au Roliane. Comme je te disais, c'est des villages qui sont chargés d'histoire, donc il y a énormément de strass de la présence génoise, et plus ancienne pour Cento, et parce qu'on a retrouvé un port grec dans les champs en bas. C'est pas uniquement la nature, il y a toute la culture qui va avec. Et par exemple, je propose une randonnée qui est ouverte à tous, où non seulement on va visiter ces vestiges du passé, qui sont pour certains assez récents et d'autres bien plus anciens, mais on va aussi continuer à faire vivre notre culture à travers le patrimoine culinaire, par exemple. Donc je propose de retracer un itinéraire
où on parle du cédrat, du fromage et encore d'autres choses comme le vin, les spiritueux, qui sont tous produits au Cap Corse. C'est ça que j'aime faire vivre à mes randonneurs, c'est ce qui existe encore maintenant et qui est en lien avec le passé. Donc avec toi, quand on randonne, on mange aussi. Et on boit. Bien sûr, ça serait péché que de s'en priver. T'as bien raison. Donc, si j'ai bien compris, donc il y a des randonnées pour les randonneurs qui ont l'habitude, voilà, de faire des sentiers avec plus de dénivelé, etc. Donc, par exemple, on a une randonnée qui est très connue dans le Cap, qui est le sentier du littoral ou sentier des douaniers. Ça, tu l'as fait aussi. Bien sûr, ouais. Alors, j'essaye d'éviter la pleine saison, ou alors on part très tôt. Comme ça, on évite un peu l'afflux des gens, c'est un sentier fréquenté. Et sinon, pour les gens qui marchent, le Cap, c'est aussi une montagne dans la mer. Du coup, j'aime bien monter sur les crêtes. Les crêtes, elles ont cette particularité d'être très ventées. Tu sais, on parlait d'endroits où les arbres ne poussent pas. On les appelle les crêtes asylvatiques, donc là où l'arbre n'est pas présent. Et c'est pour la bonne et simple raison qu'elles sont tout le temps ventilées, en fait. Et quand je dis ventilées, c'est que ça souffle bien, en fait. Et là, qu'on soit sportif ou pas, ça fait toujours plaisir d'aller prendre l'air, on va dire, et la vue. Alors, on prend l'air, ça c'est une chose, on mange, on boit, c'est ce que j'ai compris aussi. Mais alors, tu as parlé d'histoire. Tu disais, moi, ce que j'aime bien, c'est parler, voilà, connaître le passé pour pouvoir faire vivre un récit, quelque chose comme ça autour de la balade qu'on fait ensemble. Tu me disais d'ailleurs, quand on préparait ce podcast, que tes ancêtres faisaient partie d'une grande famille du Cap. Dans le Cap, c'est connu, hein, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de Corse, il y avait les Damars, une seigneurie génoise qui avait pris le contrôle de la région au Moyen-Âge. Et si on remonte encore plus loin, on trouve des vestiges encore plus anciens que le Moyen-Âge, bien évidemment, par là-bas dans le Cap. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça, nous dire ce qu'on peut y découvrir? Ah oui, tu parlais des Damars et qui sont des parents éloignés, donc, hein. Mais les Damars, c'est l'histoire moderne au final, hein. Bien que l'héritage est génois, c'est ce qu'il y a de plus visible de nos jours, notamment à travers les tours génoises, on a trouvé des traces, des vestiges de peuplement constant depuis l'âge du bronze, en passant à travers toutes les grandes civilisations, la Grèce, Rome ou encore les Étrusques. Donc c'est vraiment une histoire très riche qui est... Et vraiment, tu peux faire une frise magnifique pour les historiens. C'est un lieu assez formidable, le Cap. Et sur les sentiers qu'on parcourt avec toi, du coup, on peut voir des traces, des vestiges de ce type-là? Alors, oui et non. Je m'explique. Il y a eu on a trouvé des trésors, si tu veux, de l'âge du bronze. Et qui dit trésor dit envie d'en profiter. Donc, on peut trouver des traces d'habitat, des lieux qui ont déjà été fouillés, et d'autres, on les garde un peu secrets, si tu préfères. Mais l'ambiance est là, c'est visible. Si tu veux, les habitants de l'âge du bronze, ils vivaient dans des abris sous roches, et la géographie, la géologie de la Corse, du Cap Corse, c'est un endroit qui possède énormément de ce qu'on appelle de grottes de Tavogne, en fait. Chaque grotte était propice à un habitat du néolithique. Et on trouve notamment les seules peintures rupestres de Corse dans une de ces grottes. Alors, juste, on parle d'histoire, donc de grande histoire, et il y a un aspect de l'histoire dans le Cap que les voyageurs ou ceux qui s'intéressent un peu au patrimoine insulaire connaissent, c'est ce qui concerne les palazzi qu'on appelle les maisons d'Américains, et comme on les surnomme en tout cas ici. Est-ce que toi, tu proposes un parcours autour de ces maisons d'Américains, ou est-ce qu'on peut les observer, les voir, quand on se promène avec toi? Quand on va randonner avec moi, on en voit un peu partout des palazzi. Si tu veux, on en a recensé à peu près 150 dans tout le Cap. Donc, à chaque fois qu'on est dans un village, par exemple, quand je fais la randonnée de Roliane, on en voit une quinzaine à peu près. Parce que on passe devant, mais il y en a certaines autres dans le village qui sont présentes, devant lesquelles on ne passe pas. Et l'histoire des palazzi, c'est pour moi ce qui caractérise le mieux le Cap. Elles sont le reflet de la richesse du Cap, qui est un peuple de marchands et de marins. De tout temps, les Cap-Corsains, on a eu une culture tournée vers le commerce maritime, grâce à la position stratégique du Cap Corse, en plein cœur de ses itinéraires de navigation. Depuis le XVIe siècle, on est parti aux Amériques, et au XIXe, certains, par force de travail et d'acharnement, sont revenus et ont construit ces palazzi. En fait, ce sont des villas toscanes, des palazzi. On peut dire qu'ils sont somptueux et on en trouve
150 dans le Cap. Donc, c'était une réussite pour beaucoup de Cap Corsiens. Enfin, on va pas faire un calcul pourcentage, beaucoup sont morts en mer aussi, mais plus que des notables, ces Américains se sont imposés comme de véritables bienfaiteurs de la région en créant routes, paroisses et même écoles avec les instituteurs payés sur 15 ans. Donc, si tu veux, c'était presque les nouveaux Damar et de la région, dont certains, hein, bien sûr, sont descendants. Par exemple, mes ancêtres sont partis à Porto Rico et ont fondé les Cafés Louri. Et à leur retour, sur l'emplacement d'une fortification génoise du XVIe siècle, ils ont édifié la maison Strain, donc des descendants d'Amar, et c'était une maison d'Américains, bien sûr. Et donc les cafés lourds en référence à ce village de De Lourdes, qui est Louri. donc dans le Cap. Alors, on a parlé d'histoire, maintenant on va parler un peu voyage aussi, au-delà de ce patrimoine. C'est une question à laquelle, la dernière fois, quand je te l'ai posée, tu m'as dit « Oh là, c'est compliqué de répondre simplement ». Mais imaginons un de nos auditeurs veut visiter le Cap, sauf qu'il n'a que 2 jours. Et c'est très court, je sais. Quelle visite, quel parcours, toi, tu lui conseillerais pendant 2 jours, en priorité? Alors, bon, je dirais s'il y a un passage obligé, il faut faire une escale à air, ça. La pointe du Cap, c'est tellement à part que ça, ça serait bête de s'en priver. Quand tu fais le tour du Cap par la route départementale 80, tu passes devant sans t'y arrêter, en fait. Il faut faire un petit crochet et ça vaut vraiment le coup de faire ces 16 km de petite route pour aller voir les deux marines. Il y a Barcaggio et Toller et ça vaut vraiment le coup d'œil. Et rien que pour la quiétude des lieux, même si l'été c'est un peu agité, tu sens qu'en hiver ils sont 4. Littéralement 4. Et si possible, faudrait qu'il fasse un tour sur le sentier des douaniers au passage, il passe par ces villages, qui est un espace remarquable, d'une remarquable biodiversité, d'une richesse de paysages qui vraiment laisse sans voix. Après, pour le deuxième jour, je conseillerais de descendre par la côte ouest et de s'arrêter le midi dans l'une des innombrables marines, Scalo, Giotani, Albo ou Negro. Et s'ils ont le temps de passer par Cento et son petit port de pêche, pourquoi pas. Mais encore une fois, 2 jours, c'est trop peu. C'est trop peu et Enfin, je l'ai fait, hein, tout ce que tout ce que tu viens de nous raconter, tout ça, forcément, je l'ai fait. Mais pas en Et 2 jours. j'ai 2 souvenirs en particulier, hein. Non, non, pas en 2 jours. Non, j'ai fait pire, je l'ai fait en 1 journée. J'ai fait pire. J'avais pas le temps, en fait. Personne voulait venir avec moi, j'ai décidé que je partais tout seul. Et en fait, je suis parti très tôt le matin, je suis rentré très, très tard le soir, et je vais te dire ce que moi j'ai vu, ce qui m'a marqué. J'ai vu des tours génoises incroyables, déjà. Des tours génoises, il y en a certaines qui sont très photogéniques. C'est laquelle? Celle qui se trouve dans la petite crique là en bas, qui a été créée par des villageois à l'époque pour se protéger. Je crois que tu l'as citée. C'est la tour de Santa Maria della Chapela. Cette tour, Ah, c'est c'est ça. c'est la tour non seulement des villageois qui vivaient dans la Pieve des Damars, donc dans la commune, si tu préfères, pour simplifier, des Damars, mais c'est aussi leur tour, Santa Maria della Chapela. Elle est en plein milieu de rien, en fait, et elle est sur le sentier des douaniers, donc c'est un espace totalement protégé, il n'y a aucune construction humaine, à part cette tour et la chapelle éponyme. Et en fait, oui, c'est un émerveillement, puisque elle est à moitié effondrée et consolidée de l'intérieur, et oui, c'est très photogénique. Et elle est souvent prise en photo. Et il y a autre chose pour lequel je pense ça vaut le coup de s'arrêter dans le Cap. Et c'est ce que j'ai vécu, c'est de voir le coucher du soleil. Et toi, justement, si je dis pas de bêtises, tu proposes des randonnées qui vont jusqu'au coucher du soleil, et notamment, et ça sera d'ailleurs ma dernière question, pour profiter de ce moment un peu particulier, pour les bons vivants qui nous écoutent, tu disais tout à l'heure que tu proposais de manger, de boire, etc. Ma question, elle est simple. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qui est bon dans le Cap? Alors, s'il y a vraiment pour moi un produit qui les surpasse tous, sans vouloir vexer personne bien sûr, c'est le fromage. Le fromage est réputé en Corse pour son goût si particulier. C'est très simple en fait. Si tu veux, le goût du fromage, il est dans ce que mangent les bêtes. Et ici, le maquis, il est parfait pour l'élevage caprin. Il est ras, il est tout le temps vert, comme je te disais, et il est surtout salé. 300 jours de vent par an, ça apporte des embruns marins en permanence. Et ça donne du goût au fromage. Alors, tu me diras, un bon fromage sans un bon verre de vin, eh ben, effectivement, le vin est réputé aussi dans le Cap Corse. Et il y a des cuvées, notamment sur la côte
test parce qu'elle est un peu moins abrupte, qui sont vraiment au bord de l'eau et qui prennent aussi ces embruns. Et ça donne vraiment un vin très particulier, très minéral. C'est un peu ce que je fais goûter avec la confiture de cédrat. Ça, c'est encore toute une autre histoire. C'est aussi un pan de l'économie corse tout entière, puisqu'on était les premiers importateurs de cédrat mondiaux. Ces alliages-là, ça donne quelque chose d'assez magique et que j'essaie de faire rendre encore plus magique en les faisant goûter au coucher du soleil. Du coup, c'est un succès, on va dire. Voilà, il y a beaucoup de choses qui nous donnent envie de voyager et d'aller manger avec toi. En tout cas, merci Jérémy pour ce voyage que tu nous as proposé, ce qui nous amène à la fin de ce podcast. J'espère que la discussion avec Jérémy vous a donné envie de vous évader dans cet endroit si particulier en Corse qu'est le Cap. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et si vous aviez envie d'aller plus loin, je vous invite à découvrir nos autres épisodes audio ainsi que nos guides numériques téléchargeables sur horizonte.fr dans la rubrique Guide. À très bientôt.